Bien, mesdames, messieurs, on reprend sans pause. La densité du sujet nous y pousse. Je voudrais juste dire quelques mots sur le déroulé de ce colloque. Esther Benbassa, c'était en décembre, m'avait demandé de lui donner un coup de main pour une réflexion d'une journée sur l'intervention de la France au Moyen-Orient, et plus spécifiquement en Irak et en Syrie. J'ai évidemment accepté, d'abord par amitié, mais aussi parce que j'apprécie beaucoup sa pugnacité, on l'a vu tout à l'heure, et sa sensibilité. Et donc, ça me paraissait important d'avoir une réunion de ce genre aussi vite, dans des délais très courts, que tu as assumé avec beaucoup de brio. Et je crois que c'est important parce que ce qui me frappe et ce qui me gêne dans cette question d'intervention, c'est qu'il y a beaucoup de choses très, très superficielles qui sont dites. Et il me paraissait important d'avoir un moment où on réfléchit, d'ailleurs plusieurs orateurs l'ont dit, à la complexité de la question, la complexité. Moi, j'étais effaré, par exemple, d'entendre tel ou tel membre du gouvernement que je ne nommerai pas, comme par exemple Manuel Valls, dire on va éradiquer Daesh, on va anéantir Daesh. Les phrases comme ça relèvent davantage, à mes yeux, de la communication plus que de la politique étrangère, sans que je prenne pour autant parti sur la question de savoir s'il faut intervenir ou pas. Donc on s'est dit, il faudrait qu'on puisse avoir une journée qui commence d'abord par essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et ça a été l'objet de la première séance de ce matin, la première table ronde. Ensuite, on a voulu réfléchir aux ingérences multiples qui se sont produites dans la région. Tout à l'heure, François Burga disait qu'il faut remonter en 1953. Il a raison. Moi, je remonterais même en 1920, c'est-à-dire au moment, en réalité, du passage de l'Empire ottoman aux premiers États, à la construction des États. Donc, on pourrait revenir vraiment à cette époque-là. Et puis, il y avait une troisième table ronde qui était que font les autres, quelle est la politique des autres. Et c'est à partir de tous ces paramètres qu'on peut commencer à réfléchir maintenant à la quatrième table ronde, qui est effectivement l'intervention. Et quand je disais tout à l'heure que l'intervention, on peut en débattre, je serais tenté de dire aussi on pourrait débattre de la non-intervention. Car je crois que les effets politiques d'une non-intervention peuvent être tout aussi importants qu'une intervention. Moi, je pense beaucoup, par exemple, on va peut-être en parler tout à l'heure, à la non-intervention qu'il y a eu en août 2013, au moment où vous vous souvenez de cette fameuse histoire des lignes rouges. La France était prête à y aller, et les États-Unis, au dernier moment, ont changé de posture. Et je crois que ça a eu des conséquences politiques et stratégiques très importantes. En tout cas, nous en sommes maintenant à la dernière table ronde. C'est donc sur l'intervention. Et nous avons trois interventions, c'est le cas de le dire. La première, qui va être la plus facile, qu'on a confiée à Delphine Placier-Difrotte, qui est un collègue, qui est professeur de sciences politiques. C'est la question la plus facile. Fallait-il intervenir en Syrie? Et tout ça en 12 minutes. Par rapport à la complexité que j'évoquais, vous voyez que ça pose aucun problème. Ensuite, il nous fallait un militaire, et j'ai pensé à Dominique Trinquant, parce qu'on a eu l'occasion de se croiser sur quelques débats dans une émission de télé. Et je crois que c'est très important qu'un militaire, surtout avec votre expérience, mon général, vous avez été aux Nations Unies, vous avez été dans la FINUL, bref, vous avez une expérience très importante. Et je pense que c'est essentiel d'avoir un militaire qui s'exprime sur l'intervention. Nous avons eu un colloque il y a quelques semaines où il y avait un militaire, un haut gradé, que vous connaissez bien, qui a dit une phrase qui, pour un civil, serait banale, mais pour un militaire, a beaucoup de poids. Il a dit « Nous, les militaires, on n'aime pas la guerre, parce que c'est nous qui la faisons. » Et j'ai trouvé que c'était une formule... C'est pas le Dominique Trinquant qui l'a fait, mais il aurait pu peut-être l'avoir. En tout cas, j'ai trouvé que la formule était importante. C'est important, donc écoutez un militaire, un général de brigade, qui va nous parler de ça. Et enfin, pour nous parler des rapports entre les interventions militaires et le terrorisme, nous avons pensé à Bruno Tertrais, qui est maître de... Qui n'aime pas la guerre non plus, qui l'aime, et qui est maître de recherche à la FRS. Chacun a donc, pour parler de ces questions simples, environ 12 minutes. Je vous passe la parole, et on est sous l'autorité d'Esther, donc il ne faut pas plaisanter. Vous avez 12 minutes. Ancienne militaire. Allez-y.
Bonjour à tous, merci infiniment de cette invitation que j'ai eu un petit peu de mal à accepter au départ, tellement le sujet me paraissait compliqué, et d'autant que je ne suis ni une spécialiste des interventions militaires, d'une part, puisque je travaille plutôt sur la coopération multilatérale, donc le versant pacifique, en tout cas de la résolution des conflits, ni une spécialiste en plus du Proche-Orient. Alors, vous allez me demander pourquoi j'ai quand même accepté de relever le défi, tout simplement pour assister au colloque et rencontrer, voilà, pouvoir débattre et apprendre beaucoup de choses également de cet échange. Alors, très rapidement, je vais organiser mon intervention en 4 points à l'issue d'un bref préambule pour revenir quand même sur les multiples erreurs politiques et stratégiques de la France. Rentrons directement dans le vif du sujet, puisque vous l'aurez deviné, je partage moi aussi le point de vue qui sera ma conclusion sur finalement les erreurs stratégiques qui peuvent accompagner une intervention militaire dans le conflit syrien comme dans d'autres. Et je voulais revenir, puisque la question de fallait-il intervenir, me semble-t-il, était plutôt centrée sur la question de la France, de la position française, même si on abordera également d'autres positions. Les multiples erreurs stratégiques et politiques de la France sur le dossier syrien me paraissent d'autant plus regrettables, elles ont déjà été un peu évoquées ce matin, que la France était très attendue dès le début sur le dossier syrien, en raison de sa longue expérience dans la région. On ne va pas remonter aux accords SIG-Picot, même si je pense qu'effectivement, il faudrait quand même remonter jusque-là. Le mandat durant 30 ans, la très grande connaissance du régime d'Assad, aussi bien de Mitterrand que de Chirac. Et il me semble que pour revenir à la crise syrienne qui démarre en 2011, dès le début, la France a adopté une position très manichéenne, très idéologique du conflit syrien, une attitude va-t-en-guerre qui a empêché la France, dès le départ, de se poser en figure médiatrice, sans pour autant revendiquer systématiquement une intervention militaire, parce que la question de fallait-il intervenir, c'est aussi à quel moment. On parle d'une intervention, est-ce que c'est en 2011, en 2013, en 2014 ou 2015, et dans quel but ? Je vous rappelle très rapidement quelques événements chronologiques. La France est le premier pays à fermer son ambassade à Damas en mars 2012, malgré les réticences de nombreux diplomates, notamment les diplomates en poste, mais également les services de renseignement français. La France va très rapidement encourager la rébellion, premier État à reconnaître le Conseil national syrien, dont un certain nombre de responsables sont installés en France, alors que le Conseil national syrien prône évidemment une opposition non violente au départ, mais n'est pas forcément représentative de toutes les tendances de l'opposition au régime. La France exige très rapidement le départ d'Assad et postule son départ comme condition préalable à la négociation, tout en affichant déjà sa volonté de ne pas intervenir militairement, sans en plus avoir un plan B, c'est-à-dire si jamais le régime d'Assad tombe, quelle sera l'alternative. Et enfin, malgré les précédents irakiens et libyens, ce qui finalement va offrir, en tout cas de la part de la France, un blanc-seing à Assad pour continuer à réprimer les mouvements rebelles. D'autant que le départ de Bachar el-Assad, je me suis un petit peu replongée dans les chroniques politiques de 2011, n'est pas souhaité au départ par l'opposition. En tout cas, un départ rapide de Bachar el-Assad n'est pas envisagé au départ par l'opposition, par les différents mouvements d'opposition. Donc je pense que, et je reviendrai après sur des aspects plus régionaux de la politique de la France sur cette question, la négligence notamment de la position de la Russie, le mépris à l'égard de l'Iran, et enfin, bien sûr, Laurent Bonnefoy en a parlé tout à l'heure, la politique très conciliante de la France à l'égard de l'Arabie Saoudite et du Qatar fait que la France a adopté ce que Jean-Christophe Rufin dénonçait il y a quelques mois dans un ouvrage collectif sur Daesh, la BHLisation de la diplomatie française au cours de ces dernières années, c'est-à-dire une orientation très idéologique, une lecture très idéologique et, me semble-t-il, simpliste de la question de l'intervention. Alors, voilà pour la courte introduction. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. De quelle intervention parle-t-on quand on se demande fallait-il intervenir en Irak? D'abord, pour rappeler quand même qu'il n'y a pas d'intervention militaire entre 2011 et 2014, ni pour venir en aide à la population syrienne, ni pour renverser Bachar el-Assad, alors même qu'il y a quand même beaucoup de débats stratégiques. Là encore, il y a près de 5000 articles scientifiques de coupures de presse qui portent précisément sur l'intervention
militaire en Syrie au cours des 4 dernières années. Beaucoup de débats, notamment aux États-Unis, où la doctrine Obama-Kerry de désengagement en Irak et de non-intervention en Syrie est contestée, y compris au sein de son propre camp et voire de son état-major. La seule posture officielle qui est adoptée, c'est celle des sanctions juridiques et financières en raison du blocage du Conseil de sécurité, les 4 vétos russo-chinois, même si, là encore, je rappelle que le veto n'est pas forcément rédhibitoire en soi. On sait, on a pu intervenir dans le passé, je pense par exemple au Kosovo, sans passer en contournant le Conseil de sécurité, ou même en Irak en 2003. Ce sont simplement des interventions indirectes qui sont entreprises, de formation, de soutien financier aux mouvements d'opposition, d'action des services de renseignement, notamment sur Internet. Le changement de stratégie, donc la question d'une intervention militaire va se poser à partir de l'été 2014, avec l'essor de Daesh en Irak et en Syrie. Et ce sont les États-Unis qui vont être à la manœuvre de ce changement de stratégie, avec, à partir de la chute de Mossoul et de l'avancée de Daesh vers Erbil, l'assassinat évidemment de James Foley, et la mise en place donc d'une coalition, alors les premières frappes américaines en août, et puis la coalition arabo-occidentale à partir de septembre, qui fait le choix donc de bombardements aériens réguliers, qui n'ont cessé de se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Voilà donc de quelle intervention on parle. Pourquoi ensuite est-on intervenu? Donc quelles sont les raisons officielles et comment on intervient? Je vous l'ai dit, l'objectif affiché à partir de 2014 n'est plus le départ de Bachar el-Assad, mais la lutte contre les mouvements radicaux et en ciblant en particulier Daesh. D'une façon, donc, en utilisant des bombardements aériens, des assassinats ciblés par des drones armés, la fameuse stratégie des États-Unis de l'empreinte légère, qui vise à endiguer Daesh plutôt qu'à l'éliminer. On note là une inflexion dans le discours officiel par rapport à la citation dont vous parliez tout à l'heure. Pour autant, ça n'est pas une stratégie qui est perçue sur le terrain comme un désengagement de la part des États-Unis, puisque c'est une politique qui continue quand même d'avoir un impact militaire certain, sans pour autant être forcément efficace, puisque les 3/4 des vols reviennent sans avoir pu atteindre leur cible, parce que l'obsession, c'est évidemment d'éviter de frapper des populations civiles, et que Daesh utilise notamment des boucliers humains pour protéger en quelque sorte ces centres névralgiques et ces dépôts d'armes. Et puis on a de nombreuses formes d'intervention indirectes, j'en parlais tout à l'heure, le financement des combattants, l'entraînement des combattants, l'armement des combattants, la cyberguerre, etc. Pour autant, certains spécialistes militaires, que je n'ai pas le temps de vous citer, mais sont assez nombreux à souligner, sans pour autant se positionner sur faut-il ou pas intervenir davantage, soulignent qu'une intervention aérienne est insuffisante et que seule une intervention au sol permettrait de vaincre Daesh, en étant évidemment complétée par un règlement politique. Alors, c'est évidemment pas un point de vue que je partage, mais je tenais quand même à l'évoquer parce qu'il est défendu par certains. Quels sont maintenant les résultats de ces interventions qui se sont déployées depuis 2014 ? Il me semble que, et on va petit à petit élargir le cas de la Syrie à d'autres interventions militaires qu'on a pu observer en Libye, en Irak ou même au Mali, il me semble que l'intervention militaire telle qu'elle est conçue jusqu'à présent peut non seulement être inefficace, mais même contre-productive, car on n'est pas dans un conflit interétatique, ni même dans une guerre civile, comme on a pu en observer depuis une trentaine d'années. On est dans un cas de conflit extrêmement multidimensionnel, je pense que ça n'a cessé d'être rappelé depuis ce matin, dont la lutte contre le terrorisme est un des aspects, mais n'est pas le seul aspect du conflit syrien, et que sans ni défendre des positions pacifistes à tout prix, ni même recourir à des thèses idéologiques comme la thèse de la guerre juste. Simplement, beaucoup d'experts considèrent que, en intervenant militairement pour soi-disant lutter contre le terrorisme, non seulement on ne parvient pas à combattre efficacement les mouvements terroristes, mais en fait on les alimente, voire on les suscite. Je vous rappelle quand même que Daesh a pour principale origine l'effondrement de l'Irak suite à l'intervention de 2003. Et la déliquescence des États, on l'a beaucoup évoqué depuis ce matin, mais les récents travaux sur Daesh l'ont rappelé également, que ce soit en Irak, en Afghanistan, en Libye, voire même le cas est plus récent et on n'est pas vraiment encore dans un délitement étatique au Mali, on observe que soit le succès militaire est absent, soit même lorsqu'il est présent,
par exemple, selon la version officielle au Mali, la réussite politique et diplomatique est beaucoup plus discutable à long terme, d'autant qu'on est en plus dans des rapports postcoloniaux ou néocoloniaux dans le cas d'interventions occidentales. Enfin, je pense qu'on assiste aujourd'hui à la résurgence d'un tabou de ce que j'appelle la non-intervention, c'est-à-dire de cette idée que face au terrorisme, comme on a eu ce tabou de la non-intervention dans l'assistance humanitaire, hein, la fameuse ingérence humanitaire, le droit d'intervention, le devoir d'ingérence humanitaire dans les années 90, désormais, on aurait l'idée que face au terrorisme, il faudrait intervenir militairement, hein, sinon on serait qualifié de lâche, hein, c'est le syndrome de Munich qui ressurgit régulièrement, et notamment sur la question de la lutte contre le terrorisme. Or, au-delà du fait que l'analogie historique ne tient pas sur la question du terrorisme, c'est même contre-productif et complètement pervers, puisque c'est précisément le piège que tendent les mouvements radicaux, hein, que de transformer la déliquescence de certains États, hein, la rupture des liens sociaux, en guerre de civilisation et en conflit intra- ou interconfessionnel, comme on a pu les observer. Et je rejoindrai là sur ce point la réflexion de Jean-Pierre Maulny sur la question qu'on ne pose plus finalement dans le débat actuel sur les interventions militaires, dans des conflits qu'il qualifie de complexes, qui est celle de la résilience des sociétés en guerre civile, qui montre qu'on ne fait pas suffisamment confiance aux sociétés en guerre pour arriver à lutter contre des mouvements terroristes qui infiltrent ces sociétés. J'en arrive enfin au point de conclusion. Comment faire autrement? Alors, ce ne sont là que des pistes, évidemment, de réflexion, parce que je n'ai évidemment pas la réponse alternative à si on n'intervient pas militairement, que fait-on? Mais quand même quelques pistes, et là encore, ce ne sont évidemment pas que mes propres opinions, mais j'ai aussi un petit peu observé ce que des gens plus compétents que moi pensaient sur ce sujet. L'une des premières pistes, c'est d'abord, je vais aller de manière croissante, l'action financière. On a beaucoup évoqué tout à l'heure les ressources importantes de Daesh. Un certain nombre d'experts soulignent qu'on a des outils de lutte financière, de lutte contre le blanchiment. On a des conventions internationales contre le terrorisme qui agissent à la fois sur la question donc, des avoirs financiers de Daesh, d'assèchement des ressources en hydrocarbures, des réseaux de contrebande, de contrôle des banques contrôlées par Daesh, mais également des outils juridiques, hein, qui permettraient donc de contenir l'expansion et les ressources de Daesh. Ensuite, le renforcement des actions vis-à-vis des acteurs locaux et régionaux. On a pu observer la complexité et le manque d'unité des acteurs locaux en Syrie, et notamment le fait que au sein de Daesh, qui n'est pas un mouvement unifié, il y a des sections locales qui sont plus ou moins intégrées dans l'organigramme. Je termine en 30 secondes. On a également observé la déradicalisation de certaines factions rebelles syriennes. Je pense par exemple à Ahrar al-Sham, sur lequel je n'ai pas le temps de revenir. Et enfin, un dernier volet qui est l'intervention diplomatique, j'ai envie de dire tous azimuts, qui n'a pas été jusqu'à présent la solution adoptée par la France, à la fois à l'égard des soutiens du régime de Bachar el-Assad. Je pense évidemment à la Russie, qui a longtemps été négligée, alors que c'est, me semble-t-il, un partenaire crucial, à la fois un soutien diplomatique, financier et logistique, dont le rôle s'est avéré crucial à de multiples reprises, que ce soit sur les blocages des résolutions, les négociations de Genève II, l'accord russo-américain de 2013 sur l'élimination de l'arsenal chimique, mais les dernières initiatives début 2015 pour réunir l'opposition syrienne à Moscou. L'Iran et l'Arabie saoudite, j'essaye très, très rapidement de condenser. Oui, j'ai plus le temps. Alors, 10 secondes. Voilà, d'agir d'abord et avant tout auprès des soutiens du régime de Bachar el-Assad, la Russie et l'Iran. Ensuite, auprès d'États qui soutiennent divers mouvements d'opposition. Je ne reviendrai pas sur le cas de l'Arabie saoudite et du Qatar, mais je pense notamment à la Turquie, dont on a mesuré la politique très ambiguë sur la crise syrienne, et la Turquie qui désormais participe à la coalition et à l'égard de laquelle la France gagnerait à davantage tendre la main. Voilà, je vais m'arrêter là. Désolée. Non, mais je comprends. Mais nous avons il faut qu'à 17h30, cette séance se termine. Mon général, une question. Avons-nous les moyens militaires pour intervenir en Syrie?
Tout d'abord, je remercie beaucoup les organisateurs d'avoir invité un militaire à parler de la chose militaire. Je reprendrai volontiers le terme de mon camarade qui a été cité précédemment. Les militaires n'aiment pas la guerre. Et comme Bruno Tertrais, tout le monde est d'accord sur ce point, la grosse différence, c'est que les militaires la font. Donc ils sont encore plus légitimes à en parler. Les moyens, alors je vous avais posé la question en aparté, on parle bien sûr des moyens français, je ne vais pas parler des moyens de la coalition qui naturellement, s'ils le veulent, sont à la hauteur. Alors pour parler des moyens français, je voudrais me retourner vers la représentation nationale qui vote une loi de programmation militaire découlant d'un livre blanc et qui fixe des objectifs aux armées. Et si nous regardons le dernier livre de 2013, dont je souligne au passage que dans les menaces, il soulignait que la plus probable était le terrorisme, donc bien vu. Mais sur les moyens qui étaient définis, très souvent le livre blanc, en fait, s'articule sur des moyens financiers. Et à partir des moyens financiers, donne des moyens militaires, ce qui est parfois un petit peu dommageable. Voilà. Et donc, dans les moyens qui sont fixés, je rappellerai que les contrats qui sont fixés aux armées sont très précis. Et en particulier, ils demandent aux armées de se déployer sur 3 théâtres différents. 3 théâtres différents, et aujourd'hui j'en compte 5. Les armées françaises sont déployées en République centrafricaine, dans l'opération Barkhane, vous savez, dans le Sahel, sont déployées au Liban, sont déployées au Moyen-Orient et sont déployées sur le territoire national de façon continue. 10 000 sur le territoire national, 13 000 en opération. Donc ça veut dire que le contrat est déjà rempli. Ça veut dire que les armées, normalement, sont au-delà de leur capacité, sur la durée. Parce que l'opération Barkhane, je le rappelle, le ministre de la Défense l'a d'ailleurs souligné pour une première fois. D'habitude, les opérations, on dit toujours dans 6 mois, c'est fini. C'était en République centrafricaine. Je rappelle qu'on est rentré en décembre 2013. Nous sommes en 2016 et nous avons toujours 950 hommes déployés là-bas. Mais pour l'opération Barkhane, il a dit qu'il n'y a pas de limite de durée. Et alors donc, je voudrais avoir une vision un petit peu stratégique. A-t-on les moyens d'intervenir en Syrie? Nous le faisons avec des moyens aériens, avec le porte-avions, avec des forces spéciales, avec des formateurs, mais nous le faisons de façon ponctuelle. Mais je rappelle que la menace de Daesh et djihadistes n'est pas qu'au Moyen-Orient, elle est globale. Donc les armées interviennent sur le territoire national, ce n'est pas la peine de le rappeler, interviennent de façon importante et comme leader dans la bande sahélienne. L'opération Barkhane, l'opération d'abord Serval du Mali, je rappelle que ça a été un peu bluffant pour nos alliés américains. J'ai rencontré des généraux américains qui m'ont dit « Mais comment faites-vous ? Arriver à projeter 4000 hommes comme ça, en 15 jours, à monter une opération comme ça, avec, je rappelle, des choses incroyables, hein, le parachutage des compagnies sur les arrières, les hélicoptères. J'ai rencontré des camarades qui étaient là-bas. Ça a été 10 jours d'opérations ininterrompues. Quand je dis ininterrompues, c'est jour et nuit, avec des conducteurs qui se relaient au volant, parce que les distances, ce sont les distances entre Gibraltar et Moscou, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc les forces françaises, actuellement, sont leaders dans la lutte contre les djihadistes à Barkhane, donc dans la bande sahélienne. Elles sont en République centrafricaine. Je voudrais rappeler, et puis je travaille beaucoup sur le sujet actuellement, que la République centrafricaine, c'est juste à côté de pays dont on parle un petit peu, le Cameroun, le Tchad, pas loin du Nigeria, pas loin du Niger. Et là, vous avez toute une bande avec Boko Haram qui s'est ralliée à Daesh, hein, donc une deuxième menace. La France est présente au Liban, au sein de la FINUL. J'ai eu l'honneur de commander un bataillon là-bas. Je connais bien le poids de la présence française. Lorsqu'en 2006, la crise est intervenue, les Français ont non seulement négocié à New York la résolution, ont été des go-between entre les Israéliens et les Libanais, et ont mis dans le paquet, si j'ose dire, renforcement à hauteur de 1500 hommes. Il n'y en avait plus que 200 français. Moi, j'avais commandé un bataillon un peu plus important, mais ça avait beaucoup diminué. Et donc, présence française là-bas. Donc, je dirais que quand on parle de la capacité des forces françaises à intervenir, il faut voir ces deux aspects. Le premier aspect qui est l'aspect des moyens que les élus de la nation nous ont donnés pour remplir nos missions. Et le deuxième, c'est les missions actuellement réalisées sur le terrain. Donc dans le premier cas, vous savez que le président de la République a décidé l'arrêt de la réduction des effectifs.
Ce n'est pas une augmentation, je le rappelle. C'est l'arrêt de la réduction des effectifs. Les effectifs des armées françaises, depuis 1997, c'est-à-dire la décision du président Chirac de passer à l'armée professionnelle, n'ont cessé de décroître. Les armées, depuis 20 ans, n'ont cessé de se réorganiser. Et les armées n'ont cessé d'être en opération. Et lorsque un militaire, on lui demande s'il faut aller faire la guerre, je prends un cas très précis, l'Afghanistan, tous les militaires vous disaient « qu'allons-nous faire en Afghanistan ? Nous n'avons rien à faire en Afghanistan. » Bon, le contexte stratégique se présente de façon un peu différente. Et je fais le parallèle entre le Moyen-Orient, qui est quand même plus proche de nous, hein, et l'Afghanistan. L'importance de la présence française dans l'implication au Moyen-Orient, à mon sens, est de deux ordres. Le premier ordre, c'est que, bien sûr, la menace au Moyen-Orient nous touche directement par le biais de Daesh qui agit sur notre territoire national. Donc là, il y a une vraie raison, j'allais dire, une vraie raison. La deuxième est une raison stratégique, avec deux, j'allais dire, alliés importants, les États-Unis, la coalition. En Afghanistan, les Français sont probablement intervenus au départ parce qu'ils voulaient être avec les Américains. Les Américains, je rappelle, c'était après le 11 septembre, ont été les premiers à faire jouer l'article 5, ont fait passer la résolution au Conseil de sécurité le lendemain de l'attaque. Donc c'était des alliés fiables. Et pour être fiable, autant être sur le terrain, ce qui permet effectivement de... Non, c'est pas moi. Ce qui permet effectivement de mettre les pieds sur le terrain. Comme je le disais... Allô, allô ? Ça s'appelle du brouillage en termes militaires. Quelqu'un n'aime pas ce que je dis. Ne culpabilisez pas. Surtout pas. Donc, je disais que les militaires, lorsqu'on leur pose la question, donnent un avis naturellement. D'ailleurs, c'est une preuve de m'avoir invité ici. Les militaires ne font pas qu'exécuter les ordres, ils y réfléchissent avant. Ils donnent des avis avant, mais quand on leur dit d'y aller, ils y vont. Et donc ensuite, ils articulent les moyens. Donc l'articulation des moyens français pour aller au Moyen-Orient s'articule essentiellement sur la participation à la coalition. Je souligne que les Américains nous font assez confiance pour qu'un porte-avions américain quitte la zone et soit remplacé par un porte-avions français. Ça montre le degré de coopération. Alors ça, c'est du côté américain. Sur la formation de l'armée irakienne, ce sont des forces spéciales françaises qui forment une brigade particulière de l'armée irakienne dans le cadre de la formation faite par les Américains auprès des Kurdes également. De l'autre côté, et c'est assez amusant et paradoxal, les militaires français coopèrent bien avec les Russes. Très bien. Dès que la politique française, si j'ose dire, a changé en disant « nous intervenons en Syrie », eh bien, les militaires français se sont rapprochés immédiatement de leur counterpart, comme on dit en anglais, russe, et ont discuté. Et la coordination, je vous rappelle que ça a été une des premières... dès que le porte-avions français est parti, la première... C'était la deuxième fois qu'il partait, je rappelle. Et quand il est parti, il n'est pas parti dans le Golfe. Il a commencé par la Méditerranée. Et donc la liaison avec les forces russes. Donc la coordination des moyens, aussi bien en Irak avec la coalition guidée par les Américains, qu'en Syrie avec les Russes qui sont quand même majoritaires sur cette zone-là, les Français le savent bien le faire. Donc je voudrais simplement, et je pense que j'ai tenu mes 10 minutes, conclure en disant que les Français ont les moyens de la politique qui leur est donnée par les élus de la nation, je me retourne vers eux, et donc ils ne peuvent pas faire plus que les moyens qui leur sont donnés. Et aujourd'hui, stratégiquement, la France est leader au Sahel. Je voudrais rappeler d'ailleurs que le ministre de la Défense, M. Le Drian, ne cesse de parler de la menace libyenne, en Libye, et à juste titre, parce que la France, en Afrique, a une légitimité pour intervenir, et les Américains nous laissent bien volontiers agir en leader là-bas. En revanche, elle n'a pas les moyens d'intervenir massivement, et en particulier avec des forces terrestres conséquentes au Moyen-Orient.
Juste 2 ou 3 chiffres. Fallujah, 2006, les Américains ont déployé 45 000 hommes. Ça a duré très longtemps. Les guerres, je parle les différents combats qu'il y a eu, les combats dans les localités, que ça a été Kobané, qui a été un mouvement assez intéressant, parce que les Peshmergas se sont tellement accrochés au terrain que c'est la première défaite de Daesh, et j'en parlais avec un intervenant de tout à l'heure, la légitimité des Peshmergas s'accroche à ça. C'est la première défaite de Daesh, la première fois qu'ils les ont font reculer. Et la première victoire irakienne, qui est importante, Ramadi. Pourquoi Ramadi? Pourquoi elle est importante? Parce que c'est la première fois que l'armée irakienne, sans milices chiites, a réussi à reconquérir une ville sunnite avec l'armée irakienne. Alors on ne l'a pas trop dit parce qu'on ne le dit pas, c'est comme au Mali, on ne dit pas trop quand il y a des forces françaises qui interviennent, parce que ce sont les forces locales qui doivent intervenir. Il y avait évidemment les forces spéciales américaines, il y avait évidemment les hélicoptères américains qui étaient présents. Mais l'armée irakienne a fait son job, a reconquis, et maintenant elle doit continuer à se reconstituer en prenant des sunnites à l'intérieur, parce que le prochain objectif c'est Mossoul, et Mossoul c'est quand même une autre paire de manches. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très synthétique, et puis vous avez tenu parfaitement le temps, mais je crois que c'était important effectivement de vous entendre sur des questions qui touchent au cœur d'une intervention militaire. On passe, puisque Monsieur le ministre Jean-Pierre Chevènement nous fait plaisir d'être là, il viendra intervenir après Bruno Tertrais, qui va nous parler des interventions militaires et du terrorisme. Quel lien entre les deux? Vous avez 10 minutes. Voilà. On va voir si vous oubliez. Merci. Alors, mon sujet est légèrement plus large que celui de la Syrie. Je crois que c'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir en dernier, mais je voudrais faire juste le lien avec l'intervention précédente. Une des principales raisons d'intervenir militairement dans la zone syro-irakienne tenue par Daesh, c'est pas tellement effectivement d'éradiquer quoi que ce soit, même si c'est ponctuellement pour neutraliser les objectifs des camps d'entraînement, etc. Mais je crois qu'elle est politique. C'est d'affecter le récit porté par Daesh, le récit d'une conquête inévitable, un récit de vainqueur, et un récit qui est extrêmement important pour la mobilisation et pour le recrutement partout dans le monde. Et donc, ce n'est pas tant la victoire militaire qu'on cherche, au sens, en tout cas certainement pas au sens traditionnel du terme, mais on est bien d'emblée avec le volet militaire dans le combat idéologique. Personne ne dira jamais, et à ma connaissance, personne n'a jamais dit, dans les gouvernements impliqués, que le volet militaire était suffisant pour lutter contre Daesh. C'est une évidence. Je pense qu'en revanche, il est indispensable. Et qu'il n'est pas, et que tout est lié, le militaire, l'économique, l'idéologique. Alors, le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est donc de savoir si oui ou non, les interventions militaires sont une des causes, un des facteurs, une des explications. Je ne sais pas si on a encore le droit d'expliquer les choses depuis ce qu'a dit le Premier ministre dimanche, du terrorisme. Alors, je vais être assez bref pour me concentrer sur la France, puisqu'on a effectivement que 10 minutes au lieu de 15. Je dirais qu'il arrive que les interventions soient une cause de terrorisme, mais c'est au fond assez rare. La plupart des interventions ne génèrent pas de terrorisme, et le phénomène djihadiste n'a pas besoin des interventions pour se développer. Quand on voit que Daesh appelle l'Allemagne un pays croisé, je cite, on ne peut pas dire que ce soit véritablement une image dans laquelle notre voisin allemand se retrouve facilement. Faire du terrorisme au Mali, par exemple, une conséquence directe de l'intervention internationale en Libye en 2012 me semble assez peu convaincant. Il y a des liens entre les deux, mais ces fils sont assez ténus. On a retrouvé par exemple très peu d'armes libyennes dans les caches d'Al-Qaïda au Mali. Le développement de Daesh à partir de cette étrange matrice, mélange de bassisme et de salafisme, et le développement du terrorisme en Irak après 2003 n'avait même rien d'inévitable. Je crois que faire de Daesh, en tout cas l'enfant de l'occupation américaine, c'est étirer la chaîne de causalité de manière tellement longue qu'elle en devient assez peu convaincante. En 2010, Al-Qaïda en Irak est quasiment défait. C'est davantage la politique de Maliki à ce moment-là qui va la ressusciter.
en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen. Les frappes de drones, qui sont à juste titre souvent critiquées, sont rarement un facteur de recrutement et de motivation pour les groupes terroristes. Il y a des études qui ont été faites de manière assez précise sur ces sujets. Quand on parle du coût éventuel des interventions, notre président a raison. Notre président de séance. Notre président de séance a raison. Il faut aussi évaluer le coût de la non-intervention. Sans intervention en Afghanistan, alors on peut critiquer les interventions en Afghanistan, au Mali et ailleurs, mais sans intervention en Afghanistan, sans intervention au Mali, Al-Qaïda aurait créé et étendu des sanctuaires qui n'auraient pas été utilisés pour faire de la gymnastique dans l'eau. Même chose pour Daesh en Irak et en Syrie. Encore une fois, l'intervention n'est certainement pas suffisante, mais elle est, je pense, généralement nécessaire. Quand tu parlais à l'instant du coup de la non-intervention, moi j'aime bien rappeler une phrase de Jean-Pierre Filiu, qui après tout connaît bien le sujet. La décision américaine, parce que c'est une décision américaine à laquelle que la France a dû suivre, de non-intervention en septembre 2013, a été un extraordinaire facteur de recrutement, un extraordinaire accélérateur de recrutement pour Daesh. Et puis enfin, il faut quand même souligner que causalité n'est pas responsabilité. Dire que celui qui est intervenu est responsable ou porte une grande part de responsabilité, ou même une petite part d'ailleurs, dans les actes commis, c'est la thèse de ce que certains, que je ne vais pas nommer ici, on les a beaucoup entendus depuis novembre, appellent le retour de bâton. Ça correspond, c'est à peu près la même chose que de dire que finalement, les journalistes de Charlie Hebdo sont responsables, ou en tout cas ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé au mois de janvier. Et en forçant un peu le trait, j'ai envie de dire que moi, ce que ça me rappelle, c'est l'excuse du violeur. L'excuse du violeur. Vous savez ? Ah, mais oui, mais elle m'avait provoqué, elle avait une tenue provocante. Finalement, je n'ai qu'une petite part de... Enfin, je ne suis pas le seul responsable. Je pousse un peu le trait pour faire réfléchir, si vous voulez. Distinguer causalité et responsabilité, en tout cas dans le domaine militaire, me semble tout à fait fondamental. Quand Ahmed Koulibaly dit qu'il agit en rétorsion contre l'intervention en Irak, il le dit, il y a ces vidéos enregistrées juste avant ces actes. Il s'en prend à un magasin cachère à Paris. Cherchez l'erreur. Alors, en ce qui concerne la France plus particulièrement, parce qu'après tout, nous sommes en France, premièrement, je crois que je rappelle plutôt, que la plupart des interventions françaises ne génèrent pas de terrorisme, que la plupart des actes de terrorisme en France depuis les années 1980, on parle de l'interventionnisme militaire français aujourd'hui, mais quand on regarde le nombre d'interventions françaises, tout théâtre confondu, dans les années 80, c'était pas mal non plus. On ne s'est pas subitement aujourd'hui converti à une sorte d'interventionnisme militaire tous azimuts. La plupart des actes de terrorisme en France, depuis les années 80, n'ont rien à voir avec les interventions militaires françaises. Je ne vais pas remonter à la Sala, à la rue des Rosiers, aux attentats de Carlos. Bon, je ne vais pas remonter non plus à la campagne de 85-86 dans laquelle le Hezbollah et l'Iran étaient probablement très impliqués. En tout cas, officiellement, selon les revendications de l'époque, il s'agissait, je cite, de libérer des prisonniers politiques. Les attentats de 95 relevaient de la problématique de la guerre civile en Algérie et de la manipulation réciproque des uns et des autres, pas des interventions militaires. En 2000, on a déjoué un attentat à Strasbourg qui aurait pu être d'une extrême gravité, l'attentat du marché de Noël, et qui n'avait rien à voir avec nos interventions. Alors, quid des attentats de novembre ? Je crois que quand on parle de Daesh, d'abord il faut écouter ce qu'ils disent. L'intervention en Irak et en Syrie n'est que la troisième des motivations explicites proposées par Daesh. Je les rappelle. Première, avoir osé insulter le prophète. Deuxième, s'être vanté de combattre l'islam en France. Troisième, avoir frappé les musulmans en terre du califat. Et un autre expert de ces questions que vous connaissez tous, il s'agit de Gilles Kepel, ajoute pour sa part, de toute façon, ce n'est pas l'intervention militaire sur le théâtre syro-irakien n'est pas la question, je cite, car je suis persuadé, dit-il, que les djihadistes auraient de toute façon trouvé un autre prétexte. Les vrais objectifs des attentats de Paris continuent d'être discutés. En tout cas, la plupart des spécialistes s'accordent sur le fait que la provocation, et non pas la vengeance, la provocation, tenter de créer la guerre civile, sont davantage des explications convaincantes des attentats, de même que s'il s'agit de nous punir, davantage
nous punir pour ce que nous sommes plutôt que ce que nous faisons au Moyen-Orient, et peut-être aussi d'ailleurs nous dissuader d'intervenir, ce qui évidemment n'est pas une raison pour ne pas intervenir. Il ne faut pas inverser les responsabilités. La plupart des interventions militaires françaises récentes, que ce soit au Mali, au Sahel, Barkhane, en Irak ou en Syrie, sont causées par le terrorisme. Il ne faut pas inverser les causalités. En 2 minutes, j'ai le temps, cher Jean-Paul, de dire que oui, le terrorisme peut être parfois lié à notre politique étrangère. Oui, ces liens existent. Là, j'élargis un tout petit peu la focale. Cela a été le cas dans les années 1980 à propos de l'Irak, du Liban, de la Libye. Mais le point que je voudrais vous soumettre, c'est que l'hypothèse de la revanche terroriste n'est pas en soi une raison suffisante pour ne pas intervenir. Chaque mot compte, n'est pas en soi une raison suffisante pour ne pas intervenir. En 1983, fallait-il le laisser, avec Américains, avec l'ONU, fallait-il laisser le Liban descendre dans l'enfer ? En 2001, encore une fois, fallait-il laisser l'Afghanistan devenir le paradis d'Al-Qaïda ? En 2016, fallait-il laisser Daesh étendre son territoire encore plus vite et encore plus fort des deux côtés de ce qu'on appelle familièrement, même si c'est inexact, la ligne Sykes-Picot. Voilà donc quelques éléments de réflexion. Comme la plupart de mes collègues depuis ce matin, ce que je souhaite, c'est désimplifier le débat, ne pas vous donner de certitude, mais vous donner des éléments de réflexion et d'interrogation. Merci. Merci Bruno Tertrais, c'était effectivement une invitation à une réflexion critique. Je t'en remercie. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur le ministre Jean-Pierre Chevènement pour une intervention libre sur l'intervention. Libre jusqu'à un certain point parce que nous avons un temps limité. Donc, Monsieur le ministre, je vous donne aussi un quart d'heure si vous voulez bien. Quoi ? Mais pas plus. Ah oui, parce qu'il était ministre. Oh. Mais pas plus. Faites comme vous voulez. Hein. De toute façon, je n'ai préparé que très peu de choses. Ayant beaucoup de scrupules, je l'ai dit à Esther Benbassa, d'intervenir à un moment qui normalement est celui de la conclusion, mais n'ayant pas assisté aux travaux, je me sens totalement incapable de conclure votre colloque. Donc je veux simplement hasarder quelques réflexions qui sont les miennes, qui ne sont que les miennes, en étant évidemment très modeste. Monsieur le Président. Juste la clôture sera assurée par Madame Cécile Duflot. Donc, ah bon. Voilà, donc vous avez un petit quart d'heure et Madame Duflot un petit quart d'heure aussi. Voilà comment ça avec les anciens ministres. Hein, parfait. Mais Madame Duflot a certainement le privilège de pouvoir, elle, conclure, alors que moi, je me défile. Hein. Je suis donc extrêmement modeste. Simplement, je voudrais d'abord hasarder quelques réflexions qui me sont venus à l'esprit en écoutant Bruno Tertrais. Je ne crois pas que le problème soit d'être pour ou contre une intervention. Il m'est arrivé d'approuver certaines interventions. Ça m'est arrivé. Par exemple, le Mali. Je considérais qu'effectivement, d'après les renseignements que je pouvais avoir, il était bon d'interrompre la marche des colonnes d'Ansar el-Din et de Haïkmi vers Bamako. Mais j'hésitais, et me tenant très près des Algériens, je savais à quel point les Algériens avaient une opinion assez différente parce qu'ils pensaient pouvoir retourner Ansar el-Din. Néanmoins, j'ai considéré que cette intervention était nécessaire. J'étais un peu plus hésitant sur la République centrafricaine, mais je l'ai approuvé aussi. Il se trouve qu'on a maintenu un très fragile équilibre, probablement éviter un génocide. Inversement, il y a des interventions que je n'ai pas approuvées. Parce que je pense que le problème n'est pas tellement celui de l'intervention que celui du dosage entre l'objectif qu'on vise et les moyens qu'on emploie. Je pense par exemple qu'il était parfaitement possible d'obtenir l'évacuation du Koweït sans faire une guerre déstabilisatrice comme celle à laquelle nous avons assisté, qui était d'ailleurs décidée dès le départ par la partie américaine. Saddam Hussein avait proposé en octobre le retrait de ses forces. Très peu de gens l'ont su, si se substituaient à elle des troupes arabes. Mais
tout ça, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les armées américaines étaient déployées. On n'envoie pas 500 000 hommes au Moyen-Orient pour jouer aux billes. Donc je considère toujours qu'il y a un équilibre à trouver. Et par exemple, après l'attentat des tours jumelles, bien sûr, les Américains ne pouvaient pas ne pas réagir, comme ils l'ont fait vis-à-vis de l'Afghanistan. Ce qui a manqué, c'est le suivi. C'est le fait qu'on a laissé aux seigneurs de la guerre le soin de mener les opérations sur le terrain. Et qu'on a pollué l'affaire d'Afghanistan par l'invasion de l'Irak dans des conditions qui étaient quand même très sujettes à caution. Sur la Syrie, puisque je m'étais préparé à intervenir sur la Syrie, nous avons peu de temps, rappelez-moi l'ordre, mais voilà les réflexions que je voudrais vous faire. Il me semble qu'on a voulu prendre le train en marche des révolutions arabes, et comme la France paraissait avoir réagi avec beaucoup de retard sur la Tunisie et sur l'Égypte, nous étions en termes amicaux avec les dirigeants de ces deux pays, il a fallu se rattraper. Et le rattrapage s'est fait en Libye et en Syrie, dans des conditions que je considère comme, s'agissant de la Libye, assez désastreuses, et s'agissant de la Syrie, mal pensées. Voilà, c'est un jugement que je vous donne, il n'engage que moi. Je voudrais peut-être un peu essayer de l'étayer. Je ne parlerai pas de la Libye, le dossier est suffisamment connu. Mais sur la Syrie, au départ, Bachar el-Assad a réagi avec brutalité, on pouvait le deviner, le connaissant, et qui était mieux placé pour le connaître que la France, ancienne puissance mandataire. Il a réagi avec brutalité, mais nous aurions pu nous y attendre et mettre en garde nos alliés et un certain nombre d'intervenants vis-à-vis d'un dossier très spécifique et très complexe. On peut dire qu'au bout de quelques mois, ce n'était plus le cycle traditionnel contestation, répression. C'était aussi l'ingérence étrangère qui se mettait en marche. Et je rappelle qu'il y a eu une dernière rencontre entre le Premier ministre turc Davutoglu et Bachar el-Assad en août 2011. Ensuite, le Conseil national syrien a été formé, ou plus exactement, c'est d'abord l'armée syrienne libre qui a pu commencer ses opérations à partir du territoire turc. Le CNS s'est constitué avec toutes les difficultés dont on se souvient, parce qu'il était quand même très divisé à l'intérieur de lui-même. Puis ensuite, il y a eu la coalition des amis de la Syrie, dont l'objectif était de porter le dossier devant l'ONU. Mais il me semble que très vite, on a assisté à non seulement une répression d'une révolution arabe, si on veut encore employer ce concept, qui a quand même montré ses limites, parce qu'il ne suffit pas que des jeunes descendent dans la rue avec manifestation du désir que ça change. Il faut qu'il y ait derrière un arrière-plan culturel, éducatif. Je dirais, quand le citoyen n'est pas là, la démocratie ne peut pas être au rendez-vous. Donc on l'a vérifié en Tunisie, on l'a vérifié en Égypte, on pouvait le vérifier aussi en Syrie, et très vite, cet aspect des choses a été surdéterminé par ce qui allait devenir une guerre par procuration, en tout cas l'ingérence étrangère. J'ai parlé de celle de la Turquie. Chacun connaît le concept de néo-ottomanisme et la rupture qui a été effectuée par M. Erdogan avec la traditionnelle politique étrangère turque, qui était zéro problème à nos frontières, avec l'idée même qu'ils auraient une relation privilégiée avec la Syrie. On parlait d'espace Schengen, par analogie avec l'espace Schengen. Enfin, je dirais, les choses n'ont pas évolué favorablement, ni dans un cas, ni dans un autre. Heureusement, Schengen vaut quand même mieux que Schengen. Toujours est-il que on a vu très vite des interventions se manifester de la part de l'Arabie saoudite et du Qatar, eux-mêmes ne s'entendant pas entre eux, de sorte que
on a très vite pris conscience, enfin au moins au début de 2012, que se rencontraient là deux axes, l'axe chiite et puis, je ne l'appellerai peut-être pas un axe sunnite parce qu'il n'a jamais été aussi structuré que l'axe chiite entre l'Iran, l'Irak, où finalement l'un des effets de l'intervention de 1991, redoublé par celle de 2003, a été de déstructurer entièrement un État, de supprimer ses forces régaliennes en tant que force opérationnelle et de bâtir d'une part l'Iran comme puissance régionale prééminente et d'autre part de donner libre cours à un intégrisme sunnite avec Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Donc l'Iran, l'Irak dominé par les chiites et par El-Maliki, M. Tertrais a dit très bien ce qu'il fallait dire sur la politique ultra-sectaire d'El-Maliki et les ravages qu'elle a exercés dans les provinces de l'ouest de l'Irak. Il y avait déjà eu Al-Qaïda qui avait été plus ou moins éliminé grâce à la politique avisée du général Petraeus, mais à partir de 2011, il y a le retrait américain, 2010, le renouvellement de Maliki, donc tout ça aboutit à un nouveau soulèvement. On jette dans les bras de Daesh toute une série d'éléments qui n'avaient pas grand-chose à voir les uns avec les autres, parce qu'on parle d'Al-Qaïda et de Saddam Hussein ou des anciens militaires bassistes, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. Il y avait effectivement des demi-soldes, il y avait les militants du Baas, il y avait des jeunes, il y avait les tribus étant elles-mêmes divisées, mais on a rejeté une grande partie de ces gens-là dans les bras de Daesh avec la politique de El-Maliki, les États-Unis s'absentant à cette époque-là du fait des orientations qu'avait annoncées depuis longtemps leur président. Donc en 2012, on voit se manifester quelque chose qui ressemble à une guerre par procuration, qui n'est pas seulement une guerre civile, c'est les deux. Je suis de ceux qui déplorent la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Syrie. Car si nous avions un rôle à jouer à ce moment-là, c'était un rôle de médiation. J'ai même fait une note, je peux le dire aujourd'hui, au président de la République, au ministre des Affaires étrangères, évidemment c'était la même, pour leur dire, voilà, le rôle de la France, c'est un rôle de médiation. Ça ne peut pas être de prendre parti en disant Bachar doit partir, hein, ou il ne mérite pas de vivre sur la terre. Ça, peut-être, mais je dirais, nous avons l'expérience des dictateurs. Il me reste 3 minutes. Je vais accélérer. 2013. Honnêtement, l'affaire des armes chimiques. Vous imaginez la France intervenant en dehors d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour punir le régime syrien, alors que l'affaire, au dire même de M. Cameron, n'était pas claire. La responsabilité, selon M. Cameron, je cite mes sources, n'était pas claire. Hein. Si nous l'avions fait, nous aurions risqué de jeter, à mon avis, Damas dans les bras des islamistes. Je rappelle que Daesh était présent à Deir ez-Zor en mars 2013, c'est-à-dire avant la crise des armes chimiques. Et finalement, je considère qu'il est heureux que les choses ont évolué comme elles ont évolué. Sinon, nous serions dans une sale affaire. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, je vous le dis, on peut naturellement contester ce point de vue. On en a tout à fait le droit. 2014, Daesh devient le problème. Il devient le problème. Je rappelle quand même que les racines de Daesh sont en Irak. Ensuite, Daesh s'est étendu en Syrie du fait du vide qu'avait créé la guerre civile et du retrait des troupes syriennes. 2015, intervient l'accord avec l'Iran qui change complètement la donne. Les Américains prennent acte du fait que la puissance dominante désormais au Moyen-Orient, c'est l'Iran. Parce que l'Irak, qui servait de verrou, a sauté. Il fallait s'en apercevoir, mais de 2003 à 2015, il a fallu quand même beaucoup de temps. Alors, je dirais que si on veut essayer de trouver une solution, il me semble qu'il faut se guider sur quelques principes. D'abord, restaurer une gouvernance mondiale, c'est en voie de se faire entre les États-Unis et la Russie, et c'est heureux. C'est heureux. Il faudrait que, naturellement, les autres puissances y soient associées. C'est le cas des principaux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Sur le plan local, il faudra arriver à un équilibre entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Évidemment, en disant cela, dans le contexte actuel, ça peut paraître un peu surréaliste, mais c'est quand même souhaitable de ne pas transformer tout conflit politique en guerre de religion. On sait que tout cela est toujours très ambigu. Et il me semble aussi qu'il ne faut pas vouloir remodeler les frontières des États. On parle beaucoup du remodelage de la carte du Moyen-Orient. On s'en prend aux accords Sykes-Picot. Vous savez, la frontière des accords Sykes-Picot, elle faisait passer Mossoul, la région de Mossoul, dans la zone d'influence française. Les frontières actuelles ne sont pas tout à fait celles de Sykes-Picot, pas du tout. Et puis ces États existent depuis 100 ans, des habitudes se sont créées, une légitimité s'est constituée, un patriotisme s'est créé. Regardez l'Irak, dans la guerre Irak-Iran, les soldats irakiens sont pour la plupart chiites. Ils ne désertent pas, ils ne trahissent pas, ils se battent. Et de l'autre côté, il y a des Arabes qui sont dans les troupes iraniennes, ils ne trahissent pas non plus d'ailleurs. C'est-à-dire que la force des États, il ne faut pas la sous-estimer. Et le problème, il va être de réunir les moyens de régler son compte à Daesh au sol. Je ne vois que, naturellement, on peut le regretter, mais les troupes de Bachar el-Assad, 100 000 hommes opérationnels, évidemment leurs appuis, Hezbollah, Pasdaran, iranien, l'armée irakienne, qui est en train de se reconstituer. J'ai fini. Et puis les Kurdes. Il n'y a que les Kurdes en dehors de ça. Et puis pour le reste, les Turcs, je pense qu'il faudra attendre longtemps pour qu'ils se manifestent, parce que leur principal problème, c'est le problème kurde. Quant à l'Arabie saoudite et au Qatar, je crois qu'ils n'en sont guère capables. Donc il faut étouffer, me semble-t-il, Daesh, si on le peut. Et puis ensuite, il faudra finir le travail. Bon, aux volontaires, bien du plaisir. Clôture de cette journée avec Cécile Duflot, qui était secrétaire nationale des Verts, secrétaire nationale d'Europe Écologie, ministre du Logement et de l'égalité des territoires, et aujourd'hui députée de Paris et également membre de la Commission des Affaires étrangères. Madame Duflot. S'il était délicat pour Jean-Pierre Chevènement de prendre la parole, vous imaginez pour moi. Donc je ne vais évidemment pas prétendre pouvoir conclure vos travaux. Je pense que c'est le sens de l'invitation et de la demande d'Esther, que je remercie beaucoup pour l'organisation de ce colloque. Vous dire à quel point je pense qu'il est absolument indispensable, plus les situations sont complexes, tendues, difficiles, voire violentes, d'expliquer pour comprendre et de comprendre pour mieux décider. Puisque, et vous avez eu raison de le rappeler, Général, ce sont le rôle des parlementaires, non seulement de voter les crédits du budget de la défense, mais également de voter ou pas, après la décision du président de la République, l'engagement de nos forces armées dans différentes opérations. Et il se trouve que lors de nos échanges avec Esther, j'ai dit qu'il était très compliqué pour un certain nombre d'entre nous d'avoir une vision claire des enjeux de ce territoire, que ces questions sont énormément cristallisées, interprétées ou alors excessivement simplifiées. Vous avez eu raison tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Paul Chaniot qui a dit ces phrases très simples de éradiquer Daesh, éradiquer le terrorisme. On a de vieux souvenirs, terroriser le terrorisme. Oui, bien sûr que c'est de la communication politique, et ce sera pour moi le deuxième point de cette très modeste conclusion. Je pense qu'il est un premier élément nécessaire de comprendre ce qui se joue dans ces territoires, quels sont les enjeux, quelles sont les traces de l'histoire. Je voudrais faire suite de ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement sur effectivement quelles traces ont laissé des accords qui datent de 1920, d'une conférence qui voulait se méfier des États-Unis, de toute cette histoire que nous transportons d'un lien avec des pays avec lesquels nous avons eu une relation d'autorité, voire d'occupation perçue par certains, du rôle des minorités, de la place de ces minorités, de la nécessité de leur légitimité à vouloir revendiquer un territoire. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'a dit Didier Leroy sur la guerre des terroristes les uns contre les autres. C'est-à-dire que tout le monde est le terroriste de quelqu'un dans cette région, et donc les choses deviennent extrêmement compliquées pour percevoir la pertinence, effectivement, du mode d'action. Si vous me permettez, sur la décision d'intervention,
Et je pense qu'il y a un point qui est très important à imaginer, c'est qu'au-delà, et vous êtes interrogé, je vous avoue que mon avis est encore loin d'être parfaitement tranché, même s'il n'est pas toujours aisé pour un responsable politique que de le dire. Les choix d'intervention, et je le dis avec aisance devant Jean-Pierre Chevènement, sur des territoires étrangers dans des opérations internationales, ne sont pas forcément du fait du souhait des militaires. Vous avez très utilement dit, le choix d'intervenir en Afghanistan, c'était d'être solidaire des États-Unis, et d'ailleurs le choix des États-Unis d'intervenir en Afghanistan, c'était de faire quelque chose après un traumatisme aussi fulgurant qu'était celui du 11 septembre. Et donc cette nécessité de faire quelque chose qui se traduit parfois par l'envoi de nos militaires dans des opérations parfois compliquées et peut-être parfois inutiles, n'est pas à ne pas prendre en compte. C'est-à-dire que cette décision n'est pas une décision liée à la situation, liée à la pertinence de tel ou tel mode d'intervention, aérien ou au sol, mais au message qui est envoyé aux populations du pays concerné. Et je pense que c'est là une des difficultés qui se rajoute à l'analyse qu'il nous faut avoir, c'est que parfois, c'est la seule disposition qu'il reste dans les mains d'un gouvernant occidental, en particulier des gouvernants français, pour donner le sentiment de faire quelque chose face au terrorisme. Je voudrais ici devant vous reprendre une formule qui a fait florès, qui a été pourtant extrêmement critiquée, et notamment, je crois, très intelligemment par Léon Blum, sur cette formule latine de si vis pacem para bellum. Les écologistes revendiquent que si vis pacem, si nous voulons la paix, il faut préparer non pas la guerre, mais la paix. Et je pense que dans la réflexion qui doit être la nôtre et la mienne, et celle qui d'ailleurs va de pair avec la réflexion des militaires, c'est qu'effectivement l'objectif n'est jamais de faire la guerre. L'objectif n'est jamais la violence, même si, selon le bon mot de Gandhi, entre la lâcheté et la violence, je choisirais quand même la violence. Et donc nous pouvons effectivement considérer qu'il est légitime d'intervenir militairement dans un cadre défini, mais si l'objectif est bien ultime d'éviter la lâcheté, avec toujours en tête cet objectif de préparer la paix. Et il me semble que sur les questions qui nous occupent, je rejoindrai totalement ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement, la nécessité d'une solution politique, d'une grande conférence multilatérale qui vise à trouver une voie de sortie, effectivement, avec les acteurs en place. Et là, ce n'est pas inexact. J'étais membre du gouvernement au moment où, effectivement, l'objectif ultime, c'était Bachar dégage, qui reprenait d'ailleurs le mot de certaines révolutions arabes, et que donc nous devons trouver et aider à faire émerger une solution politique. Et cette solution politique, comme d'habitude, elle doit se faire avec tous les acteurs qui sont sur le terrain, en ayant bien conscience de ce que font les uns et les autres également. Donc pour moi, l'utilité de vos travaux, et je voudrais, ce sera là ma conclusion finale, vous remercier du travail que vous faites, c'est-à-dire du travail de tous ces chercheurs que l'on utilise parfois très peu, que l'on n'écoute pas, parce que ça ne rentre pas dans les cases très simplistes et évidentes de la communication politique. Je pense que nous avons besoin plus que jamais de comprendre et de travailler. Donc je voudrais encore une fois remercier Esther, mais vous remercier tous, et au travers vous, remercier celles et ceux qui travaillent sur ces matières complexes, parfois dans beaucoup de discrétion, qui ont le sentiment, et j'ai vu les moments où Gilles Kepel, récemment sur certains sujets, dit « mais si on avait simplement lu mes livres, des publications que vous faites », effectivement, des communications d'un certain nombre de militaires qui disent la réalité de l'inadéquation entre les moyens et la demande qui est faite, et de dire que nous avons besoin d'intelligence, de réflexion, d'une certaine modestie, et peut-être de repenser la place de la France comme outil d'intervention militaire au sein de l'Union européenne. Vous l'avez dit, je suis bien aise de pouvoir le constater, les capacités techniques militaires de la France sont très élevées, sans doute bien plus que ce que les moyens qui lui sont alloués et, j'allais dire, la considération générale qui est portée à l'armée française le mériterait. Nous sommes d'ailleurs sans doute les seuls en Europe à être capables d'intervenir de cette manière. Mais je pense que justement, si nous sommes de fait délégataires de la capacité d'intervention de l'Union européenne, nous devons avoir une politique bien plus intégrée et utiliser, y compris d'ailleurs dans l'analyse des ressources financières et du budget de la France, puisque nous intervenons de fait et implicitement au nom des uns et des autres. Et enfin, vous me permettrez, sur cette question du terrorisme, de conclure définitivement sur les mots de Germaine Tillon, qui sont très beaux, que l'on a emmenés au Panthéon, mais comme souvent ceux que l'on emmène au Panthéon, on n'écoute pas exactement ce qu'ils veulent dire, et elle dit
très justement, lutter contre le terrorisme, ce n'est pas faire des opérations de police internationale, c'est lutter contre ce qui l'engendre. Et je pense justement qu'avoir une réflexion, aller jusqu'au bout de cette question, ne pas se dire que ce sont uniquement les interventions à l'étranger, mais que ça peut l'être, qu'il y a beaucoup d'autres causes, y compris des causes qui naissent chez nous, et que des acteurs extérieurs sont très capables d'activer des ressorts qui sont des ressorts uniquement, qui naissent chez nos concitoyens français uniquement sur notre territoire. Je pense que cette question doit être posée avec franchise, avec lucidité. Je suis ici devant vous, comme d'autres parlementaires, là pour agir politiquement et décider. Et je pense que c'est le rôle des femmes et des hommes politiques de décider. Mais pour décider, il faut être éclairé, il faut accepter de remettre en cause ses certitudes. Il faut, dans ces sujets si compliqués qui mettent en cause la vie de nos concitoyens, avoir la modestie d'écouter ceux qui savent, ceux qui travaillent, de se faire un avis par le débat contradictoire. Donc je vous remercie encore de ces travaux, je vous encourage à continuer et je nous engage, hommes et femmes politiques, à accepter cette idée que si, il faut expliquer pour pouvoir mieux agir.